Bonjour à toutes et à tous, c'est Aïda, et dans ce 4e épisode des Vilains Petits Canards, j'ai décidé de vous parler de diversité dans la littérature jeunesse. Pour parler de ça, j'ai eu le plaisir de rencontrer Laura Nsafou, très connue aussi sous le pseudo Mrs. Roots. Laura est autrice, elle est blogueuse, et nous avons pu parler des formes nombreuses que prend son engagement dans la littérature et en dehors. Dans ce podcast, vous allez entendre parler d'afroféminisme, un mouvement qui se concentre sur l'intersection du sexisme et du racisme que vivent les femmes noires en Europe, de colorisme, qui discrimine les individus en fonction de la couleur plus ou moins foncée de leur peau, de la place des femmes racisées dans la littérature jeunesse, et de beaucoup d'autres choses encore. On pourrait faire plein de podcasts comme ça sur plein de sujets. Est-ce qu'on ne devrait pas faire tous les vendredis midi un petit podcast là, Je pense que c'est déjà tellement complexe pour un auteur d'explorer les questions de sexualité que ça l'est encore plus de parler de sexualité ado. On est là, peut-être pas vraiment pour les éduquer, mais au moins pour répondre à des questionnements, encore une fois. On est quand même dans cette dynamique d'essayer de parler aussi de choses dont on n'ose pas parler. Alors j'ai commencé en 2012-2013 mon blog, Mrs. Roots, avec en fait cette volonté de mettre en avant une diversité des littératures afro, parce que justement il y avait un enjeu d'invisibilisation que j'avais remarqué notamment en étant dans mes études littéraires, au fait, où je ne me voyais pas et je n'avais pas de personnages comme moi. Je suis partie des littératures que j'avais autour de moi pour appréhender en fait ma place de femme noire en France. Donc c'est comme ça que le blog est né. À la suite de ça, j'ai publié À main nue, aux éditions Synapse en 2016. Et après ça, j'ai publié Comme un papillon noir, mon premier album jeunesse, qui a été ensuite repris par Cambourakis en 2018 et qui a été suivi de son petit frère ou de sa petite sœur, donc Le chemin de Djada, qui est sorti là en janvier dernier du coup. Ouais, donc j'ai dit autrice, blogueuse. Ah oui, Ekdiveka. Donc en fait, je suis membre du bureau de l'association, même si malheureusement je ne peux plus autant m'impliquer qu'avant parce que j'avais plein de choses en même temps. Donc c'est une association qui est vraiment impliquée dans la mise en avant de la diversité, mais que ce soit mélanique, physique, donc sur la question de handicap, d'orientation sexuelle, etc. En littérature jeunesse, mais pas que. On s'intéresse aussi au cinéma pour enfants, on s'intéresse aussi aux séries. Donc il y a vraiment cette volonté de rendre compte en fait d'une réelle visibilité en vue d'atteindre une diversité en fait qui correspond en fait à la société d'aujourd'hui quoi. Plus récemment, il y a eu aussi l'Afrolab, puisqu'en fait on arrive toujours, enfin c'est mon cas, moi je suis arrivée par hasard dans l'édition et surtout dans le monde de la littérature, et j'ai envie de créer des espaces où je peux donner des clés que j'aurais voulu avoir en fait quand j'ai commencé en termes de professionnalisation en fait de mes projets. J'anime aussi également des formations et des ateliers autour de l'importance de la diversité en fait en littérature jeunesse et en littérature plus largement. Donc ça se retranscrit par des formations vis-à-vis des bibliothécaires, des libraires, des traducteurs, avec une association rouennaise qui s'appelle Déconstruire, et donc qui va avec moi rappeler qu'il est important d'avoir une littérature qui soit réellement universelle et donc à destination de tous les enfants. Et il y a aussi des ateliers d'écriture, donc que ce soit dans les cadres scolaires ou vis-à-vis des adultes. Voilà, je crois que j'ai dit tout le panel de mes activités. Quand j'ai vu qu'il y avait l'afroféminisme, je me suis dit mais non. Donc il y a un féminisme qui n'est pas celui de la télé et qui compte des femmes comme moi et qui prend en compte en fait toutes les facettes de mon identité en fait. Ça a été un délire. Je me suis dit mais non, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais lire sur l'afroféminisme, et en fait c'est des déclics en fait qui nous permettent d'accéder à notre légitimité. Ça a toujours été le fil conducteur en fait, que l'afroféminisme soit un vecteur d'émancipation en fait. Voilà, cette cohérence qui consiste à me dire je fais des projets pour des femmes afrodescendantes, qu'elles puissent être actrices aussi de leurs propres projets, ça a toujours été le fil conducteur de tous mes projets. Quand j'ai ouvert mon blog, c'était pour me dire que la fille qui se sent comme moi le problème ou bizarre ou anormal, etc. dans son cadre, et elle puisse lire ce blog en se disant en fait c'est pas moi le problème en fait. Pareil pour les livres pour enfants, il y a aussi cette idée qu'une petite fille noire qui lit comme un papillon noir, il faut qu'à la fin de l'histoire elle se sente en puissance en fait. Donc pour moi c'était aussi important d'avoir des ateliers où des femmes se sentent légitimes pour d'écrire, où des femmes se sentent légitimes de faire des vidéos face caméra et de se dire ah non je suis nulle, etc. On est tellement dans une obligation d'excellence
qu'on oublie en fait qu'on a le droit d'être médiocre. On a le droit d'être médiocre, on a le droit de faire des brouillons hydratés, on a le droit de faire un premier jet et c'est pas grave, c'est pas grave. On a été éduqués dans une société raciste, sexiste et classiste qui ne nous permet pas d'avoir des espaces de bienveillance en fait, où on peut se construire et construire des projets en se disant que c'est possible, en se disant que c'est possible, en se disant que on a besoin voilà, de plusieurs essais, on a besoin d'aide aussi, on a besoin d'échanger. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé aussi pour les ateliers. Donc bref, tout ça pour dire que toutes ces activités-là, ça gravite en fait autour d'une question de cohérence afroféministe, à mon sens. Et c'est pour ça que ça me fait souvent rire quand il y a des journalistes qui me disent mais du coup, votre livre est afroféministe. Je garderai toujours une démarche afroféministe dans ce que je fais parce que je suis afroféministe. Et c'est même pas... Je pourrais pas me désafroféminister pour faire mes projets, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Mais tout ce que je fais, en fait, c'est forcément traversé par mon engagement au quotidien, quoi. C'est pas quelque chose que j'enlève en rentrant chez moi, genre, oh, je suis plus afroféministe, et puis... parfois j'aimerais, ça me permettrait de regarder un film sans voir tous les petits trucs racistes et sexistes qu'il y a dedans, ce serait cool. Et blague à part, c'est aussi un peu de travail que Diversité and Kids aussi essaie de faire, cette association-là, et c'est aussi d'avoir défini une sorte de label pour justement guider les parents, même les enfants, par rapport à des contenus qui soient pas discriminants, quoi. Ce jour-là, devant les fleurs, Adès sentit une petite goutte tomber sur son nez, puis deux, puis trois. Quand Lemzo s'approcha avec Nathan et Zora, elle entendit des rires. « Pourquoi vous riez ?» demanda-t-elle surprise. « Regarde tes cheveux, dit Nathan. Ils grossissent bizarrement. Tes deux nattes ressemblent toujours à des carottes tordues, mais sous la pluie, c'est encore pire, » se moqua Zora. « Arrêtez de vous moquer, dit Lemzo. Viens, Adès, on s'en va. » Son frère lui prit la main, mais le mal était fait. Adès remit sa capuche sur ses nattes mouillées par la pluie et ses joues mouillées par les larmes. L'éditrice de Bitbox m'a contactée et m'a dit voilà, je suis tombée en fait sur ton interview quand j'ai tapé littérature diversifiée et c'était le premier article qui est sorti. Du coup, je voulais savoir si ça te dirait d'écrire un bouquin à partir d'une citation de Toni Morrison qui s'appelle Camion de papillon noir. Évidemment, grande fan de Toni Morrison, je connaissais très bien cette citation et je savais très bien dans quel livre, quelle page, etc. Et elle m'a vraiment donné carte blanche pour écrire une histoire autour de cette citation-là. Du coup, je rentre chez moi et je commence à taper le premier jet, en fait, comme un papillon noir, qui n'a quasiment pas bougé, en fait. Le plus gros travail qu'il y avait, c'était que, comme je venais du roman, écrire de manière concise pour les enfants, c'est très dur. C'est très, très dur. C'est qu'on a envie de dire plein de trucs et en fait, après, il faut se rappeler qu'il y a l'illustration. Donc, l'illustration va raconter des choses qu'on aurait décrites sur 5 pages. Ça a été un roman. Donc voilà, il y avait un peu ce rapport de confiance à instaurer avec l'illustration et à trouver le bon vocabulaire aussi. Ce qui a été assez intéressant puisqu'il y avait quand même aussi le parti pris pour moi de mettre quand même des références socioculturelles en fait des communautés afrodescendantes. Donc quand j'ai terminé mon texte, je l'ai retravaillé avec mon éditrice. Elle m'a donné la possibilité de choisir une illustratrice avec qui travailler, ou illustrateur. Très compliqué de trouver un illustrateur qui saisit parfaitement l'atmosphère qu'on veut de son histoire. Donc j'ai pris 6 mois. Finalement, c'était pas concluant. Et là, l'éditrice m'a dit bon, au cas où, j'avais prévu un petit nom à te soumettre. Est-ce que tu connais Barbara Brun ? Et donc, elle me montre le travail de Barbara Brun. Et là, c'était juste. Nos deux univers se sont rencontrés, quoi. Notamment parce que son dessin portait la poésie aussi que je voulais mettre dans Papillon Noir. Je savais exactement ce que je voulais faire aussi faire après dans l'illustration, en fait. Donc, à la fois, je partageais les écueils que je voulais pas voir. Quand il est question de montrer par exemple des cultures afro et que ça se transforme en carnaval dans la page, non, en fait on va pas mettre la tante antillaise en grande robe madras parce que voilà, si je vais chez mes tantes caribéennes, elles sont pas en madras toute la journée, quoi. Ma tante qui est congolaise, elle est pas genre dans une sorte de boubou ou de... Non, elle porte un panier, un t-shirt et c'est très bien, tu vois. Le livre sort. Pour sa sortie, les éditions Billybock avaient fait une campagne Ulule, demandant, je crois, 10 000 € pour publier les 1000 premiers exemplaires. On commence du coup la communication autour de cette campagne et au bout d'une semaine, on atteint notre objectif.
Au bout d'un mois, on atteint le double et on commence à avoir une presse médiatique de fou autour d'un livre qui n'est pas encore sorti. Et là, j'étais juste, oh waouh! Donc, je pense que personne n'était prêt. On a vraiment une mobilisation autour de ce livre-là et de cette campagne. Que ce soit justement des éducateurs, que ce soit des profs, que ce soit des libraires, que ce soit des bibliothécaires. Il y avait une demande qui ne se limitait pas en fait à des familles afrodescendantes et justement qui prouvait que c'était pas juste une question de « oh c'est un livre de niche ». Bah en fait non, c'est parce que les gens sont fatigués de ne pas avoir une littérature jeunesse réellement représentative. Bref, le livre sort, il était uniquement disponible sur le site des éditions Billy Bock, Raz-de-marée. Raz-de-marée. On commence à faire les salons, etc. Et donc en fait il est sorti en un truc comme septembre ou octobre 2017. Et en fait, en décembre 2017, on a dû fermer. Billy Bock ferme ses portes pour des raisons qui étaient indépendantes à la vente du livre. Mais du coup, on se retrouve avec Papillon Noir sur les bras, qui marche, et qui n'a pas d'éditeur. Donc, heureusement, Billy Bock et Barbara Raymond s'est mis à chercher ensemble, du coup, un repreneur. Et là, là, ça a été compliqué. Là, ça a été compliqué parce que d'une part, on avait un livre fini, donc c'était presque un principe d'adoption en fait. On avait déjà le dessin, on voulait pas bouger le texte, donc il y a des maisons d'édition qui nous ont dit non. C'est une question d'identité quoi, graphique et d'identité aussi littéraire, ce que je pouvais comprendre. Par contre, il y avait d'autres noms qui étaient notamment de grosses maisons généralistes et qui étaient motivés juste par du racisme pur et simple. Quoi. On nous faisait comprendre que c'était un livre communautariste, que c'était un livre qui n'allait pas se vendre, bref, un peu tout quoi. Ouais, il y avait aussi ce truc que je n'étais pas universaliste parce que j'avais eu le culot justement de mettre en avant une petite fille noire en fait. C'est comme si l'expérience singulière de AD était plus excluante que l'expérience singulière du petit Nicolas en fait. Donc je m'y attendais, mais je crois que ce qui a été le plus violent, c'est vraiment de savoir qu'avant même que j'ouvre la bouche, certains éditeurs avaient déjà plaqué ce type de discours sur moi en fait. Et surtout on avait les chiffres, je pensais vraiment d'un point de vue très capitaliste américain, que voir qu'il y avait une communauté derrière, qu'on avait fait tant de ventes, etc., ça allait quand même passer. Et en fait, non. Parfois, le racisme, souvent, le racisme l'emportait sur des considérations totalement économiques, en fait. Donc ça a duré 6 mois. Je me suis réellement demandé si Papillon Noir allait ressortir. Et finalement, une très bonne amie me dit mais tu sais que Cambourakis publie des livres jeunesse, ce que je ne savais pas du tout. Je suivais leur collection sorcière féministe, qui étaient des essais. Et j'avais aucune idée en fait qu'ils proposaient des livres pour enfants. Et donc eux connaissaient Papillon Noir, mais ne savaient pas qu'ils cherchaient un éditeur. Du coup, Papillon Noir est devenu le premier livre jeunesse de la fameuse collection d'essais féministes sorcières. Et puis surtout, il devenait du coup accessible en librairie, sur les étals, en France, au Canada, dans les dom-toms. Papillon Noir a refait sa sortie du coup en septembre 2018. Rupture de stock au bout d'une semaine ou deux. Un délire. Et en fait, il a cumulé les réimpressions. C'était énorme. On a eu encore une plus grosse couverture médiatique et je m'y attendais pas trop. Ouais, ça allait très vite. Du coup, en moins d'un an, on apparaissait aussi parfois dans des médias étrangers alors qu'il n'était pas traduit. Enfin, c'était vraiment un délire. C'était vraiment un délire. Et du coup, au bout d'un an, il avait cumulé entre 10 et 11 réimpressions, dépassant les 10 000 exemplaires aussi. C'était ouf. Vraiment, c'était vraiment ouf. Et j'ai publié Chemin de Djata, qui donc c'est vraiment concentré sur le colorisme, là où comme Papillon Noir parlait vraiment de racisme, et donc d'une petite fille qui cherchait auprès de sa mère du réconfort face aux moqueries qu'elle recevait sur ses cheveux crépus, et qui donc avec l'aide de sa mère et de ses tantes allait prêter ses cheveux en imaginant que ce sont des papillons pour les aimer, quoi. Ouais, toujours en fait des thématiques qui essaient de mettre au centre aussi des petites filles afrodescendantes et de leur redonner du pouvoir dans leur narration. Et là, pour le chemin de Djada, alors la question c'était ça, c'était est-ce que le chemin de Djada allait avoir la même trajectoire. Et je suis assez contente parce qu'en moins d'un mois, on avait déjà une deuxième réimpression. Non, c'est ouf. Moi, je suis... Et j'ai quand même eu des retours, des dédaigneux de personnes de l'industrie qui me disaient, bon, en fait, en même temps, il a marché parce qu'il y avait un manque, en fait. Pas pour sa qualité littéraire ou pour sa qualité graphique. Et ça, et même si je sais que c'est de la mauvaise foi et que c'est juste que ces personnes ont mal et on le sait,
C'est très... ça participe au fait de retirer des victoires de personnes minorisées, en fait. Et oui, mon vécu m'a permis de faire cette histoire, et oui, mon vécu m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai su travailler autour de ce vécu-là, j'ai su, en fait, faire en sorte qu'il parle à d'autres personnes qui ne soient pas forcément aussi des personnes afrodescendantes. Mais ouais, ça a été beaucoup de montagnes russes, quoi. Après, plus de bonnes que de mauvaises, mais on est un peu propulsé dans une conversation, évidemment, que la France ne veut pas avoir aussi sur la question de la race. Et du coup, comment toi, en fait, en tant qu'autrice aussi, tu gères tout ça? Est-ce que, en dehors des réactions positives du public et de tous ces côtés-là, t'as aussi des trucs un peu plus durs à gérer? En fait, moi, de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, j'ai aussi l'impression que ouvrir ce genre de conversation, c'est un truc qui se paye. En fait. Ouais. Et donc, il y a tous les côtés gratifiants qui arrivent et qui te montrent que c'était nécessaire de le faire, mais par contre, tu le payes toujours aussi un peu de toi. Ouais, merci. Il faut se préserver dans ça. Ouais, franchement, Papillon Noir est sorti en septembre 2018, on est en 2020. Je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question. Alors, je tiens juste à préciser que ça se voit que c'est une femme racisée qui m'a posé la question, parce qu'on m'a jamais posé la question. Donc, merci. Comme quoi, c'est important qu'il nous interroge. Mais, ouais, quand Papillon Noir enchaînait ses 5 ou 6 premières ruptures de stock, j'étais un peu spectatrice de tout ça. Et du coup, j'avais pas un rapport de « c'est mon travail ». J'avais pas un rapport de fierté. J'avais presque une impression de chance qui me tombait dessus, alors que j'avais travaillé pour, en fait. Et donc la question de la légitimité déjà en tant que femme noire dans un milieu qui ne veut pas de vous, parce qu'il faut le dire aussi en tant que tel, et qui vous place dans l'altérité, c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer parce qu'en fait vous n'avez pas de mentor. Oui, il n'y a pas vraiment de mentor, c'est-à-dire que j'arrive en fait quand même avec un discours qui est il faut une littérature afropéenne et représentative. Et quand même il y a le travail, heureusement, quand même il y a le travail de plusieurs écrivaines noires que j'admire, comme Marie Scondé, Simone Schwarzbart, Eleonore Miano, etc. Leur discours était différent, leurs œuvres étaient différentes. Moi, je parle d'un impératif où en fait il y a un impensé autour des Noirs qui sont là, dans l'Hexagone en fait, qui sont genre à Lyon, à Toulouse, enfin voilà, cette espèce d'impensé où quand on parle à des Américains ou à des anglophones de la France, ils imaginent une femme blonde en fait, alors qu'en fait il y a des personnes comme moi ou comme toi, tu vois. Donc je me retrouve avec ça, il y a un peu cette sensation de le porter un peu seul. En tout cas sur la question de la littérature jeunesse, parce que heureusement il y avait Clémis du côté de la poésie qui fait un travail formidable, il y avait Amandine Gay qui faisait la même chose par rapport au documentaire, au cinéma. Donc en fait on est beaucoup de femmes de ma génération à faire ce taf en fait de décloisonner encore plus certains terrains et de les mettre en avant. Mais à chaque fois on est seul, on prend les violences qui vont avec toujours cette idée que j'ai quand même l'impression que ce que je propose dans mes œuvres, il faut que je les sorte pour que les éditeurs français disent que c'est possible. C'est-à-dire que proposer des histoires avec des personnages noirs qui ne sont ni en Afrique, ni aux États-Unis et qui marquent, ça, il faut que je sorte un bouquin pour montrer que c'est possible. Il faut que je sorte un bouquin pour montrer que c'est possible de faire ça en jeunesse, c'est possible de faire ça en BD, là je travaille sur un roman graphique par exemple, donc pareil, c'est possible de faire ça en fantasy, je travaille sur une trilogie fantastique, donc j'ai l'impression un peu d'avancer à vue, comme ça, avec cette idée qu'il faut que je le fasse pour être comprise. Et c'est très frustrant parce qu'en fait, ça met dans une position où les éditeurs à qui j'ai soumis certains des projets que je cite, après Papillon Noir, et qui me disaient ouais, mais c'est un peu perturbant, ils sont perdus. Donc il y a toute une rééducation d'un imaginaire occidental qu'il y a à faire. C'est un délire. Pardon, je suis très passionnée par rapport à ça, mais j'en parlais à une pote et elle me disait mais du coup, ils ne nous voient pas en dehors de ces carcans-là. Ils ne nous voient pas. Et ça, porter cette j'aime pas dire responsabilité parce que c'est pas, enfin voilà, je suis pas avec mon drapeau et tout, mais porter ce type de projet-là, quand on est seul, c'est hyper dur. En fait, s'il y a quand même une amélioration que je vois par rapport à il y a un an, c'est peut-être la réceptivité de certaines maisons d'édition ou certains éditeurs. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la difficulté en tant qu'auteur ou autrice racisée, c'est de trouver le bon éditeur ou la bonne éditrice qui va voir notre travail pour ce qu'il est. On n'est pas vu pour l'histoire qu'on raconte, on est vu selon les prismes coloniaux ou discriminants ou stéréotypants qui sert de grille de lecture à toute une industrie de l'édition en fait. Je sais pas si je peux dire ça ou si ça va paraître pompeux, mais en fait on crée des trucs
qui sont pas dans l'imaginaire collectif en fait. Je pense que c'est plutôt la charge mentale à porter en tant qu'autrice noire qui est un peu compliquée. Et bon, c'est le taf, c'est pour ça qu'on est là. On va revenir un peu justement sur Papillon Noir et sur Jada. On a parlé des lecteurs adultes et des parents, des professionnels, on a parlé un peu des éditeurs, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils reçoivent de tout ça? Alors déjà, les enfants, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un public très franc. Soit ils aiment, soit ils aiment pas. Ils ont pas le temps, ils ont vraiment pas le temps. Donc voir comment les enfants s'accaparent la question de la race, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, par exemple, quand je présentais Papillon Noir et je disais oui, donc cette petite fille noire, on m'a dit mais pourquoi vous dites noire, elle est marron? Et là, tu dois leur expliquer la conception de la race, historiquement, alors qu'ils ont 5 ans. Donc, c'est très intéressant de voir à travers les yeux des enfants. Et surtout, la preuve que j'ai eue irréfutable, c'est que les adultes mettent des barrières sur ces questions de race, etc., ou d'identification, en partant d'un enfant blanc lambda qui n'a pas raison d'être. Ils sont capables de s'identifier dans l'histoire d'AD comme ils le font dans l'histoire d'un petit Nicolas, en fait. Et c'est OK pour eux. Et en fait, ils prennent... comme n'importe qui en fait, ils prennent dans un livre ce qui les touche. Donc quand ils voient, même s'ils n'ont pas les cheveux crépus, ils voient la notion de harcèlement scolaire en fait qu'il y a autour de AD. Ils voient la question de la moquerie et de la discrimination aussi autour de ces questions-là. Et donc en faisant pas mal d'ateliers scolaires, ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est que eux aussi, ils sont peut-être aussi Zora et Nathan qui l'embêtent en fait. Ils sont aussi peut-être des harceleurs aussi dans leur classe ou autres. Oui, ils m'ont beaucoup appris. En tant que lecteur, et surtout quand ils sont concernés. J'avais pas de doute dessus, mais je crois que le voir c'est quand même assez percutant. C'est qu'on sait très tôt qu'on est victime de discrimination. Une petite fille de 4 ans a su que le chemin de Jada parlait de son histoire parce qu'elle était victime de colorisme par rapport à sa sœur qui est plus claire. 4 ans, c'est rien. Des enfants, même en primaire, ont profité des ateliers scolaires qu'on a fait autour de Papillon Noir pour dénoncer, via un exercice d'écriture créative, les discriminations qu'ils subissaient et les remarques racistes qu'ils subissaient dans leur classe. Ils se sont vraiment accaparés en fait les deux livres, l'un comme l'autre. Donc c'est toujours touchant de voir des parents qui te disent que depuis qu'ils ont lu Papillon Noir, une petite fille est plus à l'aise avec ses cheveux et ne veut plus les lisser et prend du temps pour faire son shampoing, etc., etc. Et te dit très calmement, ouais, j'ai des papillons, tu vois, très fièrement. C'est toujours touchant d'avoir des parents aussi qui te disent, ouais, en fait, ma fille de 15 ans a emprunté à la bibliothèque Papillon Noir et quand elle est revenue à la rentrée, en fait, elle avait un afro. Alors pour moi, il y a clairement une conversation qui est en cours, qui débute, mais on est vraiment encore à ses débuts. Ce que j'aime quand même rappeler, c'est que Papillon Noir, ça date de 2017-2018. On est qu'en 2020, c'est rien. Sur des siècles de littérature jeunesse, ce n'est rien. Je pense qu'il y a quand même des victoires non négligeables, comme le fait que Papillon Noir soit parmi les suggestions en fait, de la BNF. Ça veut dire que ça parle quand même d'un marqueur culturel en fait, et d'un shift qui se fait dans ce qu'on appelle la littérature française et la culture française. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis très très méfiante. J'ai pas envie d'être la seule femme noire sur ce créneau-là. Moi, mon but maintenant, c'est qu'on soit 10, 15, 30 à faire de la littérature, tu vois. Je pense surtout qu'avec cette question de la diversité en littérature jeunesse, il y a un débat beaucoup plus grand, et c'est ce que j'essaie aussi d'aborder, c'est qui produit cette littérature. Tout le monde adore parler de la représentation dans les livres, la question de qui l'écrit, qui le produit, qui l'édite, c'est important. C'est l'autre step de cette conversation de la diversité, c'est qui la produit aujourd'hui. Quand je vais en classe, ce qui marque les enfants, c'est pas simplement mon bouquin. C'est le fait de voir que derrière ce bouquin, il y a une femme noire qui, à leur âge, a vécu des trucs et a su le mettre dans un livre pour enfants. Et ça aussi, c'est une conversation qu'il faut développer. Les albums jeunesse de Laura Nsafou, comme 1 million de papillons noirs et Le chemin de Jada, font partie de la collection Sorcière des éditions Cambourakis. Vous pouvez aussi la retrouver sur son blog mrsroots.wordpress.com et sur les réseaux sociaux. Les vilains petits canards vous disent merci pour votre écoute et on vous invite à nous retrouver au prochain épisode ou sur les réseaux sociaux @podcast.lvpc sur Instagram et Facebook, @podcast_lvpc sur Twitter et sur notre site internet. À très vite!